à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute, très fidèle à ce programme télé sur Esaü TV, ce dimanche avec ma collègue Billy Gaël Laibi, on reçoit pour vous Irénée Agossa. Il est manager qualiticien, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, candidat à l'élection présidentielle de 2021. Avec lui ce matin, chers amis internautes, on va faire le tour de l'actualité politique nationale, notamment l'animation de la vie politique, la réforme du système partisan, on en parlera. On parlera également de cette tournée gouvernementale qui se poursuit dans les arrondissements, les 546 que contient le pays. On en parlera également. On parlera du social et des perspectives pour 2026. Bonjour à vous, Irénée Agossa. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était pas facile de vous avoir. Non, ça a été toujours facile. Il suffit simplement que je sois averti. Que vous soyez averti, Oui. beaucoup plus. Mais l'agenda aussi fait défaut. C'est pas facile là de Mais- trouver un espace. Mais quand il s'agit de vous, je n'hésite presque jamais. Presque j'avais. Irénée Josias Agossa, merci. Merci, Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Kader, merci Monsieur Agossa d'être sur notre plateau. On démarre par la réforme du système partisan. Êtes-vous satisfait de cette réforme? Est-ce un échec ou un succès selon vous? D'abord, parlant de la réforme partisane, il faut que nous posons la question si, d'abord, elle était opportune. La réforme partisane est une réforme opportune. On avait besoin de cette réforme parce que ce qu'on reprochait aux partis politiques était énorme. On reprochait à la classe politique nationale son émiettement, son instabilité et le marchandage politique, le clientélisme politique, la corruption et tout ce que vous savez. Donc, on avait besoin d'une réforme dans le domaine. Donc, une réforme était souhaitée, même par les populations, par tout le monde. Mais après des années d'expérimentation, Tout le monde voulait une réforme. Cette réforme est intervenue dans le cadre d'un besoin manifesté par plus de 90% des Béninois. Et jusque-là, Donc, c'est clair que la réforme était utile. Cette réforme, elle était opportune. elle était opportune Oui. et elle a posé les bases d'un système politique cohérent. Moi, je dis que c'est la réforme la plus audacieuse qui a eu lieu au moment du processus démocratique depuis 1990 jusqu'à nos jours. Parce que si vous prenez depuis 1990, la gangrène qui a miné notre classe politique, c'est issu du processus d'élection de nos représentants au niveau des communes, des mairies, ainsi de suite, du Parlement, jusqu'au niveau du président de la République. et en êtes-vous satisfait? Donc, j'en viens. Cette réforme a été la plus audacieuse et la plus cohérente. Elle est la plus cohérente, d'autant puisque elle a réglé un grand problème au Parlement et un grand problème au niveau de la classe politique nationale. La stabilité politique. La stabilité politique, ce qui est très utile pour tout processus de développement. Au Parlement aujourd'hui, on ne parle plus de transhumance, on ne parle plus de clientélisme politique. Il y a une stabilité politique. Et cette réforme a réglé un grand problème aussi, c'est celui du financement des partis politiques. Nous avons fini avec les partis politiques entreprises. Ce n'est plus aujourd'hui quelqu'un qui a quelques sous, qui maîtrise une circonscription électorale et qui crée un parti politique et qui finit par être élu député et qui se comporte comme un mercenaire politique au Parlement. Non. Nous avons une stabilité et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est les visions au niveau des partis qui prédominent. Ce n'est pas encore totalement ça, mais c'est ça qui a été projeté. Et c'est ce qui est important. L'hyper-personnalisation est presque exclue du processus politique par cette réforme. Donc il reste à faire. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je suis
entièrement satisfait de cette réforme et je suis quelqu'un qui se bat partout pour la mise en œuvre intégrale de cette réforme. Il est bien vrai, il faut que je vous rappelle que dès le début, j'étais parmi ceux qui étaient aussi contre. Mais à la suite des événements, nous avons compris que la réforme répondait à certaines formes d'aspiration du peuple. Alors, il est normal qu'on se plie à cette réforme. Que pensez-vous de ceux qui disent que cette réforme étouffe l'expression de la démocratie à la base, par exemple? Mais comment c'est ceux-là qui n'ont rien compris, n'ont qu'à démontrer? L'expression de la démocratie à la base est l'émanation totale de cette réforme. Quand vous prenez le financement public qu'on octroie aux partis politiques, et ceci proportionnellement au nombre d'élus que vous avez. Alors, ça veut dire que plus vous avez de financement, c'est que plus vous avez d'élus. Plus vous avez d'élus, ça veut dire que plus vous avez fait campagne au sein des différentes circonscriptions électorales et que vous avez eu plus d'adhérents en ce qui concerne votre vision déclinée à travers un programme d'action qui arrive à satisfaire le besoin des populations. Donc, c'est cette réforme qui donne la puissance aujourd'hui à la base. C'est les militants qui déterminent la force du parti et non un maillon financier qui, par son argent, s'impose au parti. Parce que moins vous aurez d'élus, moins vous aurez de financement, et plus vous allez disparaître. Donc, ceux qui le disent, ils n'ont pas d'argument. Justement, l'un des arguments qui pourrait peut-être brandir si c'était sur ce plateau vous contredit, c'est que à travers ces réformes, au lieu de rendre des partis politiques forts, on a rendu des hommes forts qui, eux, par exemple, quand on prend les mairies, par exemple, ce sont les partis politiques, eux, qui décident. Il y a plus une sorte de démocratie qui est exprimée, selon certains, non, qui estiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir au niveau de cette réforme-là. Non. On a remis le pouvoir aux partis politiques. Ce que moi j'ai condamné depuis 90. D'autres estiment que tout est dû grâce au leadership de Patrice Talon, qu'après Patrice Talon. Pas du tout. Elle va couler cette réforme. Pas du tout. Elle va pas couler après Patrice Talon. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous rassure? Il se trompe largement. Pourquoi? Parce que la réforme répond à un besoin. Un besoin du moment? Un besoin structurel. C'est un besoin structurel. C'est quand c'est un besoin conjoncturel que vous pouvez dire ce que vous êtes en train de dire. C'est structurel. D'autant plus qu'aujourd'hui, depuis la base, l'élection est fondée sur une nouvelle forme, une nouvelle cohérence. Vous ne pouvez pas être élu sans être membre du parti et sans que votre parti n'expose aux populations la vision qui caractérise ce parti et les programmes d'action qui sont conformes aux besoins des populations. Donc, il n'y a pas meilleure organisation que ça. Donc, au niveau des mairies, c'est totalement autre chose. Il ne faut pas confondre les choses. On a remis encore le pouvoir au parti. Ce que moi je défendais, comme je vous disais. Est-ce qu'il n'y a pas une entente là, la décentralisation? Ce que je défendais, et je vous disais depuis, c'est que les partis politiques n'ont qu'à jouer leur rôle. La Constitution a remis l'animation politique dans la main des partis politiques. Et les partis politiques doivent concourir à faire en sorte qu'ils arrivent à gagner une élection et diriger le pays sur la base d'un programme. Ça, c'est la Constitution. Mais depuis 90, qu'est-ce qu'on a eu? On a été chercher des gens en dehors des partis politiques. Si vous prenez le président Soglo, c'est en dehors des partis politiques. Si vous prenez le président Kérékou, en dehors des partis politiques. Si vous prenez le président Yahi, en dehors des partis politiques. Même si vous prenez le président Talon, en dehors des partis politiques. On va aller à la recherche de la perle rare. Et on prend celui-là, on l'amène. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent? Ils détruisent les partis politiques pour construire leur programme à partir d'un nouveau parti. C'est le contraire du système démocratique. Et parlons de et du coup, le peuple
ne se retrouvent plus, puisque c'est les mêmes que le peuple a rejetés, qui se recomposent autour de ces derniers pour constituer l'armada politique et continuer à créer des problèmes. C'est ça qui a été modifié profondément. Aucun président aujourd'hui ne peut venir pour dire qu'il faut aujourd'hui détruire les partis. Et parlons de ça, monsieur. Détruire les partis. Selon vous, monsieur Agossa, quel rôle joue alors Patrice Talon au sein des partis de la mouvance? Patrice Talon, le président Patrice Talon a été issu d'un système, le système que je viens de décrire, et qui était là avant lui. Mais pour beaucoup... Mais lui, il a eu le courage et l'audace de remettre en cause ce système. Pour beaucoup, il a droit de vie et de mort sur les partis. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis au sein d'un parti. Je suis membre du bureau politique de UP Le Renouveau. Vous pensez que le UP Le Renouveau peut aller contre la volonté de Patrice Talon? Ce n'est pas aller contre la volonté de Patrice Talon qui est l'essentiel. Et vous ne savez pas comment le parti se gère. Et ce n'est pas publiquement que nous allons dire que nous irons contre la volonté du chef de l'État. Non, puisque nous soutenons l'action du chef de l'État. Il y a les réunions, les cadres définis pour que nous puissions débattre avec le chef de l'État sur tel ou tel point. Et les points de vue ne sont pas souvent les mêmes, mais on s'entend et on finit par adopter un point de vue pour qu'on aille ensemble sur le terrain pour discuter. Donc, en réalité, ce n'est pas avoir le pouvoir dont vous parlez sur le parti. Le système a été conçu de manière à ce que c'est dépersonnalisé. Le président Talon n'étant pas membre de UP Le Renouveau, n'étant pas membre du BR, Bloc républicain, n'étant pas membre de Moël, n'étant pas membre des autres partis qui le soutiennent. Alors, son avis compte? Comment vous pensez, son opinion compte? Vous pensez qu'il peut être l'homme hyper personnalisé, le régent de ces partis? Non. Il ne l'est pas? Ce qui est clair, il n'est pas le régent de ces partis politiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a initié un système qui, en fait, dépersonnalise les partis. Mais ça lui permet de décider. Lui-même ne peut plus aujourd'hui personnaliser les partis. C'est pas possible. C'est pas possible pour lui. Il ne peut plus personnaliser les partis parce que le système qu'il a mis en place a dépersonnalisé les partis. Comment il pouvait personnaliser les partis si il n'avait pas mis le système du financement public? Alors, il pouvait financer. Mais que dites-vous des militants de ces partis politiques dans le mouvement présidentiel qui dénoncent une absence de démocratie au sein de ces partis politiques? C'est un autre problème. Nous finissons avec le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a dit que lui, ses ministres sont des technocrates. Il a dit. Et qu'il faut aujourd'hui d'autres types de ministres qui soient plus politiques. Alors, vous voulez qu'il impacte sur le parti en ayant des ministres technocrates? Parce que quel est le lien qui va pouvoir lui permettre de s'imposer au parti? Non, c'est progressivement maintenant que nous voulons faire en sorte que la volonté du parti soit exprimée à travers les hommes qui l'incarnent au sein du gouvernement. Et là, c'est un combat que nous menons avec le président. Il y a eu un ministre récemment qui a été nommé. Avec d'autres au sein du parti et qui portent une autre vision. Donc c'est tout à fait normal que le débat s'instaure. Donc le président ne peut pas aujourd'hui dire qu'il veut personnaliser, d'autant plus que le système que lui-même, il a initié avec courage et audace, est contre la personnalisation du parti. Mais en disant, comme vous venez de le dire, et en ce qui concerne l'expression de la démocratie au sein des partis politiques. Ça, c'est un autre défi à relever au sein des partis politiques. C'est un autre défi à relever au sein des partis politiques. Et c'est là où se pose le problème. Si les militants ne s'approprient pas de ce pouvoir que leur a octroyé la réforme, alors nous risquons d'avoir un autre problème. Et c'est là où il faut encourager même le code, c'est-à-dire la déclinaison de cette réforme à travers le code actuel, qui dit qu'il ne faut pas avoir des partis régionaux. Il ne faut pas avoir des partis régionaux, il faut avoir des partis nationaux. Il faut que des partis couvrent toute l'étendue du territoire national et qu'on oblige les partis à pouvoir se regrouper par tendance.
Et c'est ça la logique. C'est ça la logique même de la déclinaison de cette réforme à travers le code. Donc, je ne vois pas comment on peut me dire que cette réforme qui a connu cette déclinaison à travers les différents codes et le code électoral, on peut me dire que cela ne répond pas à des aspirations du peuple dans le cadre de la satisfaction de ses besoins. On peut me dire que cela ne cadre pas avec la volonté politique et la stratégie politique d'un groupe. Tout à fait. Ce qui est cohérent. Si votre stratégie est que vous voulez personnaliser le parti politique, vous avez un gourou, et que c'est derrière ce gourou que vous pensez vous mettre pour gagner les élections. Or, le système partisan aujourd'hui ne vous permet pas d'utiliser de façon optimale la présence de ce gourou. Vous êtes tenu de dire que voilà, que ça ne va pas, et que c'est tel ou tel. Ou bien vous voulez vous victimiser en disant que par ce système, je pourrais montrer au peuple qu'on m'a exclu, je suis victime. Et là, par le biais de cette démarche, on va m'élire. Mais parlons d'aspiration politique. Du fond du dossier. Parlons du fond. Oui, du fond. Du fond, il y a eu déjà des faits, des événements qui se sont produits qu'on ne va peut-être pas rappeler sur ce plateau. On parle d'aspiration politique, de volonté politique. Il y a de ces acteurs politiques qui dénoncent un peu les rapports qui existent entre les partis politiques et le chef de la majorité présidentielle. Quels sont les rapports qui existent en réalité entre Patrice Talon et le parti de la mouvance présidentielle? Qu'en est-il des nominations qui sont effectuées? Et ils dénoncent quoi? Les nominations comment? La non prise en considération, par exemple, des partis politiques dans le cas de certaines nominations. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition, puisque nous sommes dans une phase de mutation. Les partis politiques d'aujourd'hui... Mais les ministres qui sont nommés ont besoin de ces acteurs politiques pour les activités politiques. On parle de tournée gouvernementale actuellement, on les voit sur le terrain. C'est ce que je vous dis pour dire que nous sommes dans une phase de transition qui correspond à la phase de mutation des partis politiques. Nous sommes à cette phase-là. Et ce qui explique certains aspects. Et c'est clair ce que vous dites, pour dire que le gouvernement n'est pas issu du parti politique. Mais c'est cohérent. D'autant plus que le chef de l'État... Il y a eu d'autres nominations qui ont été prononcées, mais qui n'ont pas pris en compte. D'autant plus que le chef de l'État aussi n'est pas l'émanation d'un parti politique. Mais c'est cohérent. C'est à partir de 2026 que nous allons voir maintenant la phase qui va nous permettre de régler ces problèmes. Vous allez voir à partir de 2026, et ça c'est le combat que nous menons, que le président soit issu d'un parti politique. Il ne faut pas que ce soit un homme providentiel. Et du coup, les cadres politiques qui incarnent la vision du parti seront nommés à des postes politiques et qui vont pouvoir permettre à ce que le programme d'action du parti soit exercé et appliqué pour résoudre les problèmes posés par les populations. Aujourd'hui, c'est cohérent que le président Talon soit dans cette logique. Et cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans une logique parfaite de la réforme. C'est d'ailleurs ce pourquoi on doit aller vers la réforme. On doit continuer dans la réforme pour corriger. Qu'est-ce qu'il y a parfait dans cette réforme? Ce qui est parfait, c'est désormais que l'homme providentiel ne soit pas là. Mais en dehors de cela, en l'état. Nous avons compris que l'homme providentiel n'a jamais réglé les problèmes. Mais c'est ce que le peuple aime voir. Un nouveau visage. Un nouveau visage se trouve dans les partis politiques. Un nouveau visage se trouve dans les partis politiques. Et si vous êtes un nouveau visage, venez dans le parti politique. Je suppose que, belle dame que vous êtes, que vous voulez être candidate, venez dans le parti politique. Vous êtes libre. Et vous allez exposer votre vision. Et vous allez épouser votre vision. Et vous allez voir comment on discute au sein d'un parti. Comment le dialogue s'instaure au sein d'un parti. Ça s'apprend. Ce n'est pas quand vous serez présidente ou bien nommé ministre que vous allez apprendre ça. On apprend tout au sein d'un parti politique. Et comment on arrive à céder dans le dialogue. Comment on arrive à maintenir sa position. Comment on est fidèle. Comment on peut être loyal au sein d'un parti. C'est dans un parti politique. Et comment on gère les intérêts du peuple. C'est dans un parti politique. Il y a une disposition. Donc, c'est clair que
le parti politique va prendre le devant et va jouer intégralement son rôle. C'est ce que nous voulons depuis et c'est ce qu'on a adopté en 90 et c'est ce qui va se faire à travers cette réforme. C'est au nom de cette réforme-là qu'il y a une disposition qui est contestée au sein de l'opposition, celle de l'obtention de 20% par circonscription électorale pour accéder au partage des sièges. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette disposition, par exemple, qui résulte d'une proposition des députés de votre parti politique, est assez corsée et qu'elle pourrait être préjudiciable à votre formation politique elle-même? Bon, votre dernière phrase m'a plu, qu'elle pouvait être préjudiciable à notre formation politique. Donc, ce n'est pas ciblé. Ce n'est pas ciblé. Donc, tout le monde est là et la loi s'impose à tout le monde, à tous les partis qui veulent participer aux élections générales de 2026 et à la présidentielle. Ne trouvez-vous pas qu'elle pourrait créer une situation ça ne créera aucune situation. D'inconfort. Oh, d'inconfort, dites-moi. Aucune. Est-ce que vous vous rappelez du débat sur les 10%? C'est déjà oublié, ça m'étonne. Pas certains, non, parce qu'il y a des partis politiques qui remplissent quand même certains critères d'envergure nationale, qui essaient de s'animer, mais qui n'arrivent pas quand même à traverser ce filtrage de 10%. Et là, vous passez à 20%. Attendez, est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Et des gens ont crié pour dire que c'est exclusif, etc. Il y a les qualificatifs qu'ils ont l'habitude d'utiliser là, etc., etc. Mais aujourd'hui, ils sont tous députés de la réforme. Ils sont tous députés de la réforme. Qui peut me dire qu'il est député en dehors de la réforme partisane? C'est Eric Koundété? C'est Yahi Boni, président de parti. Il est président du parti sur la base de la réforme politique. Mais c'est clair. Vous ne pouvez pas être en train de jouir de la loi et dire que vous êtes contre. Si le président Yahi Boni est président, s'il est président d'un parti aujourd'hui, c'est sur la base de la nouvelle charte des partis, issue de la réforme partisane. Tous les députés de l'opposition que vous avez, c'est les députés, même de la c'est les députés issus de la réforme. Mais il estime qu'après cette réforme, la nouvelle réforme de 20%... Les 10% étaient condamnés, mais ils jouissent de ça. Ils ont bénéficié de ça. Si on n'avait pas mis les 10%, la classe politique serait émiettée et on n'aura pas une stabilité au sein du Parlement. On n'aura pas une opposition aussi compacte qui puisse être en train de mener un combat clair. Ils ont la minorité de blocage. Vous avez vu comment, avec une discipline de groupe, ils ont exécuté le vote. C'est parce qu'ils disent que cela ne convenait pas avec leur logique, avec ce qu'ils ont promis au peuple. Donc, c'est ça la stabilité dont on a besoin. Donc, les 10% étaient là. Maintenant, venons aux 20%. Oui, oui. Ils ont repris encore le même langage qu'ils avaient eu en temps. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais disons ce que règle les 20%. Vous êtes un député, vous êtes un député. Vous avez été candidat présidentiel. Attendez, on parle de 20% par circonscription électorale. 20% par circonscription électorale. Et qu'on vous dise que vous devez avoir 20% par circonscription électorale, ce n'est pas le chiffre qui va vous inquiéter. On ne dit pas 20% des inscrits, hein. On dit 20% des votants par circonscription électorale. Parce qu'on veut des partis nationaux. Qu'est-ce qui voulait se passer après l'application des 10%? On a compris que des gens pouvaient se réunir dans une région de l'Ouest, de l'Est ou du Sud et avoir les 20%, 10% sur le plan national. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous risquons d'avoir un communautarisme qui risque de détruire maintenant la cohésion sociale. Et pour que nous ayons une cohésion sociale, une unité nationale, c'est quoi? On demande aujourd'hui que vous ayez 20% par circonscription. Mais ce n'est pas fini. 20% des électeurs, des inscrits, des votants. Selon vous, c'est avantageux. Comment? Mais ce n'est pas fini. On vous a dit, si vous n'êtes plus capable, si vous vous êtes auto-évalué et que vous avez vu que vous n'êtes pas capable, selon votre tendance, vous discutez avec d'autres partis pour avoir les accords de législation ou les accords de gouvernance. Oui, UPBR peut avoir un accord de gouvernance. Les démocrates, ils ont leur accord de gouvernance avec qui? Qui va leur dire? Ils n'ont pas la FCBE, ils n'ont pas cela. L'égocentrisme doit disparaître. Ils n'ont qu'à laisser leur gourou et s'occuper d'une vision.
S'ils laissent leur gourou, Est-ce que lorsque vous mettez Si- LD, FCB sur la balance, si est-ce vous que ça laissez- équivaut à si vous BR, laissez, UP, le vous renouveau? laissez ils laissent leur gourou et ils s'occupent d'une vision. Ils verront les gens qui sont proches de leur vision, qui viendront discuter avec eux. Et d'abord, il faut qu'ils évaluent pour dire que nous ne sommes pas capables d'avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Il faut qu'ils s'auto-évaluent. Et s'ils s'auto-évaluent, ils voient les forces qui sont capables de se joindre à eux pour pouvoir mettre en place l'accord et aller ensemble sur la base de l'entente qu'ils ont eue sur leur programme et leur vision, rencontrer le peuple, chacun dans son camp, pour demander leur suffrage. Et s'il arrivait qu'aucun d'eux dans une circonscription n'a pu atteindre les 20%, on fait la somme de leurs résultats. Et dès qu'ils ont 20%, suivez très bien la cohérence de la loi. Dès qu'ils ont 20%, ils participent chacun de son côté, selon la proportionnelle, à la répartition des sièges. Mais c'est trop cohérent. C'est ce que la France n'a pas fait aujourd'hui. Et la France se retrouve dans une instabilité politique dans son Parlement. Et la France est en train de loyer du côté de la réforme que nous avons eu à faire. Parce que s'il y a une instabilité politique en France aujourd'hui... Donc notre réforme est un exemple à suivre. C'est un exemple extraordinaire pour la France. Exemple à suivre. Ouais, moi, j'ai suivi des débats en France avec des hommes politiques. J'étais tout heureux que nous soyons un exemple. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant, sans les accords, aux élections, en émiettant tout, en donnant la chance à chacun de se présenter comme il veut. Et c'est au second tour maintenant qu'ils mettent en place les accords pour aller revoir le même peuple avec des désistements et qui a totalement détruit la cohésion politique. Alors nous avons dit, nous mettons en place les accords d'abord. Et vous voyez, si vous êtes capable de concourir et de remplir les critères partout. Si vous n'avez pas et que vous êtes avec tel ou tel et vous discutez et que vous arrivez à atteindre les 20%, on vous permet de participer. Et c'est ça la stabilité politique. C'est ça notre stabilité politique. Vous, Irénée Agossa, vous avez regardé droit dans la caméra et le dit à nos amis internautes, vous, Irénée Agossa, candidat à l'élection présidentielle 2021, acteur politique qui avait expérimenté le terrain politique, vous avez été acteur politique sur Boniaï, vous pensez que cette disposition des 20% n'est pas chrysogène? En quoi c'est chrysogène? Rien du tout. Je l'ai dit. Donc, avoir 20% dans 23 circonscriptions électorales et avoir 17 dans une et perdre. Ce n'est même pas exclusif. Toute loi est sélective. Toute loi. Dieu même est sélectif. Vous voyez, même dans votre propre famille, même père, même mère, regardez vos frères, vous ne serez jamais les mêmes. On dit chez nous, alors oui, attends, les noms, regarde, les 7 doigts ne sont pas les mêmes. Dieu même est sélectif. C'est une loi, c'est un principe normatif de la vie. Toute loi est sélective. Donc, qu'on me dise que le code est sélectif, je suis d'accord. Mais qu'on me dise que c'est exclusif, il est sélectif. Ce qu'on dit, les 10% ont pénalisé le PRD dans ce pays. Ou bien, les 10% ont pénalisé le PRD, on me dit, dans le cadre des élections communales. Mais Adrien Oumbédi a compris pour dire que la loi aujourd'hui oblige à ce qu'on se mette ensemble pour s'exprimer. Le PRD, au sein de UP Le Renouveau, il y a eu des PRD qui sont députés. Oui. Donc, c'est ça le principe. Finissons avec l'égocentrisme. Finissons avec ces bassesses qui nous ont amenés à avoir des micro-mafieux, des systèmes micro-mafieux de la base jusqu'au sommet. Parce que quand l'individu a une circonscription qui maîtrise ou bien une commune, un arrondissement, il vient dans une commune ou bien à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le marchandage politique. Il fait le marchandage politique, on lui donne de l'argent, on fait ça, etc. Les marchés sont distribués un peu partout. C'est ça que vous voyez, des marchés inachevés, etc., oui, un peu partout dans le pays. Mais il faut qu'on finisse avec. Et bravo à cette réforme. Et c'est ce qui va rester après le départ de Talon. C'est ce qui va rester après le départ de Patrice Talon. Vous allez voir que c'est la meilleure réforme qu'il a eu à faire. De 2026, les élections générales de 2026, comment vous les entrevoyez? Ah oui, ça serait la plus belle des élections, d'autant plus que pour une première fois, les Béninois n'iront pas voter parce qu'ils sont contre telle personne. Vous pensez? Oui. Pour une première fois, les Béninois n'iront pas voter parce qu'ils sont contre telle personne. Le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voter parce qu'ils sont contre
telle personne. Ils sont en train de chercher celui qui peut faire plus du mal à celui qu'ils détestent. Exemple, ils sont en train de chercher aujourd'hui qui peut faire plus du mal à Talon. Et donc, il faut aller le chercher et voter pour lui. C'est totalement bête. Et selon vous, ils iront chercher. Écoutez, c'est totalement bête. Même si aujourd'hui, c'est Bokor qui peut faire du mal à Talon, vous allez voir même que des opposants béninois vont dire, malgré qu'ils soient très proches du président, et comme s'il peut faire du mal, vaudrait mieux voter. Non, ce n'est plus ça. Ça ne serait plus ça. Restons dans votre contexte, M. Agossa. Selon vous, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de candidat pour les élections générales de 2026 au sein de la mouvance présidentielle? Pourquoi le choix n'a pas encore été fait? Pourquoi vous ne demandez pas au sein de l'opposition? Oui, bon, vous êtes de la mouvance. Nulle part. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent candidat dans le pays. Alors tout à l'heure, on a parlé de la réforme du système partisan. Quel est le procédé? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent candidat dans le pays? Il y en a. Oui, mais pourquoi jusque-là? Il y a des soutiens même à des candidats. Mais le processus de désignation voilà. des candidats est propre plutôt à chaque parti politique. Et chaque parti politique s'organise pour pouvoir procéder à la désignation de ses candidats. Ce n'est pas que seulement les candidats, les duos pour les présidentielles, pour la présidentielle, mais les candidats au niveau des élections générales, qu'il s'agit des législatives comme des élections communales. Quel doit être le rôle de Patrice Talon dans ce processus-là? Le processus que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui. Suivez bien avec UP Le Renouveau. Nous repartons à la base, aller écouter les populations. Sur quoi le président, nous sommes soutiens du président. Les ministres exposent ce que le président a fait. Les techniciens exposent et les populations critiquent et disent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous collectons ça. Nous l'avons fait au niveau des communes. Nous sommes en train de refaire ça au niveau des arrondissements. Nous irons au niveau des quartiers et ceci, chaque parti. Donc, ce qui permet de relever les besoins détaillés et de façon détaillée, spécifique de chaque zone. Et d'en faire un programme d'action. D'en faire un programme d'action selon la vision progressiste qui nous anime. Et voir maintenant au sein du parti qui sont ceux qui incarnent au niveau arrondissement, au niveau communal et au niveau national, celles qui incarnent au mieux cette action et cette vision, ce programme d'action, cette vision, et proposer maintenant ceci au peuple. Ça, c'est la démarche que nous sommes en train de Mais faire. c'est parce que s'il y a des aires de candidature au sein de la mouvance, c'est parce que Talon n'a pas encore trouvé celui qui va assurer ses arrières. C'est votre avis. C'est pas moi, c'est des... Non, c'est votre avis. Quel doit être le rôle de Patrice Talon dans le processus de désignation? C'est l'avis de ceux qui sont en train de se mettre encore dans la nostalgie du passé. Donc, il n'a aucun rôle à jouer dans les processus de désignation. Il y a un rôle à jouer. Le rôle à jouer est qu'il est en train d'exécuter un programme soutenu par les partis de la mouvance. Il faut qu'on aille sur le terrain avec ses ministres et que dès que nous apportons le rapport que nous avons eu à élaborer suite à ces tournées, que le président de la République modifie les lignes d'action, d'exécution de son programme pour pouvoir être plus en conformité avec les besoins du peuple. C'est ça son rôle. Aujourd'hui, lui, il doit doivent-ils avoir chacun un candidat plus orienté vers les besoins du peuple pour permettre à ce que le peuple se sente mieux considéré et que le peuple se dise, avec cela, on peut continuer dans le cadre de la satisfaction de mes besoins. L'UP et le BR doivent-ils avoir chacun un candidat? Ça, c'est un problème qui concerne l'UP et le BR qui sont spécifiquement alors des partis politiques autonomes. Autonomes. Mais ils peuvent fusionner à tout moment. Nous pouvons rester au niveau des accords selon le code. On n'est pas tenu de fusionner. Nous pouvons fusionner si nous voulons. La loi ne refuse pas. Mais dans le cadre du code aujourd'hui, on peut être à votre avis, est-ce que ce serait bien de fusionner UP-BR? Tout ceci revient à voir, selon les données, la stratégie que nous pouvons mener pour permettre à ce qu'un programme fusionné puisse mieux satisfaire les populations. Si nous voyons qu'un programme fusionné entre les républicains et nous, les progressistes, peut permettre de mieux satisfaire les populations, on peut le faire. Mais au cas où ce n'est pas ça, nous sommes là pour servir le peuple. Donc, il faut absolument
être en contact avec le peuple et savoir ce que veut le peuple. Que dites-vous de ceux qui pensent que les accords de gouvernance sont des alliances déguisées et maquillées? Oh, ce n'est pas des alliances déguisées et maquillées. Les alliances sont claires. Ici, c'est des accords qui sont mis en place. On peut qualifier comme on veut. Hein. Chacun peut donner son avis. Mais ce n'est pas une alliance de partis. Vous vous entendez sur des programmes et vous entendez sur la ligne que vous voulez suivre au Parlement en ce qui concerne cette législature. Vous vous entendez sur le programme que veut exécuter le candidat que vous soutenez tous dans le cadre de l'élection présidentielle. Et vous menez la campagne ensemble sur cette base. La différence ici est que chacun fait sa campagne. Or, dans le cadre d'une alliance, on a un logo commun, on a des listes communes et on y va. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est clair et c'est bien défini. Et je pense que c'est plus intelligent et ça va nous conduire à quitter la marmaille du système français. Nous avons copié et mal copié le système français qui est fondé sur l'hypocrisie politique. L'hypocrisie politique et qui est dans le cadre d'un groupe incohérent et qui ne permet pas à ce qu'on s'exprime facilement dans l'hémicycle en ayant pour idée la résolution des problèmes. Donc, nous allons quitter ce cadre et nous risquons d'atteindre dans très peu de temps la logique anglo-saxonne où nous aurons 2 ou 3 blocs où c'est ces blocs qui vont permettre d'animer la vie politique nationale. Au sein de ce bloc, il y aura des tendances qui vont s'exprimer et progressivement, nous allons avoir des primaires au niveau de ces blocs pour permettre à ce que tel ou tel courant domine et vous allez voir, le Bénin va surprendre. Le Bénin est un pays d'exception. Nous sommes un pays d'exception et nous l'avons démontré en 90 à travers la conférence nationale et nous sommes en train de démontrer aujourd'hui que nous sommes un pays d'exception à travers cette réforme partisane et qui va surprendre tout le monde dès demain. Monsieur Agossa, serez-vous prêt à aller à la présidentielle en tant que candidat dans l'UP et le Renouveau? Ça, c'est mon parti qui dit. Et- Je vous ai dit aujourd'hui que c'est le parti, nous sommes dans un processus. Si le parti voit que j'incarne la vision du parti et le parti va décider à quel niveau j'incarne cette vision. Est-ce que c'est au niveau communal? Est-ce que c'est au niveau d'arrondissement? Est-ce que c'est au niveau communal? Est-ce que c'est au niveau national, au niveau des députés? Ou bien si c'est au niveau national, au niveau de la présidentielle? Je ne peux pas me lever et dire ici que non. Non, il ne s'agit plus maintenant d'avoir simplement cette volonté. Il s'agit de se battre au sein du parti et montrer ce qu'on est. Et pour qu'ensemble, au sein du parti, que le parti puisse dire, celui-là, on peut le prendre député. Celui-là, on peut le prendre maire. Celui-là, on peut faire ça. Parce qu'il incarne la vision du parti. Il connaît les problèmes du parti, du pays à tel niveau et qu'on peut lui confier telle responsabilité. Monsieur Agossa, avant d'être membre dans l'UP Le Renouveau, vous étiez président en tout cas, vous étiez créateur du parti RLC, Oui. co-créateur, je vais dire, du RLC avec votre ex-colistier Corée. J'aimerais savoir, quelles sont vos relations actuelles aujourd'hui avec votre ex-colistier? RLC, c'est un disque rayé. On l'a tellement joué que dès que vous mettez ça, ça fait des répétitions. N'en parlez plus. C'est terminé. RLC est terminé. RLC, c'était un cadre qui nous a permis de nous exprimer, mais la réforme partisane aujourd'hui... Est-ce que vous ne direz pas de la même chose demain de l'UP Le Renouveau, nous montre de cette que réforme? nous ne pourrons plus rester dans des petits groupes. Il faut aller dans des grands groupes et pouvoir mieux s'exprimer. D'accord. Donc c'est un disque rayé. Si vous jouez ce disque rayé, les gens ne vont plus vous écouter. mais permettez-moi quand même d'avoir votre avis, votre réaction par rapport à cette affirmation. Bon, ces rumeurs que disent certaines indications selon laquelle le parti RLC aurait vu le jour dans des conditions floues et aurait eu des facilités grâce au pouvoir en place. Ah ben ça, c'est les Béninois. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est l'appréciation des Béninois. Un parti est né, un parti a des facilités, etc. Bon, moi, Certains pensent même que Talon vous aurait choisi parce qu'il n'aurait pas voulu de grands morceaux devant lui, il aurait voulu de petits. Oh, mais ils allaient être comme les Sénégalais, c'était mieux pour eux. Les Béninois, c'est des jaloux, des haineux. Ce qui s'est passé au Sénégal ne va jamais se passer au Bénin. Jamais, parce que c'est des haineux.
C'est des haineux. Donc, C'est des selon haineux. vous, c'est juste Alors, la haine qui les pousse C'est à la parler haine, la ainsi. haine et la méchanceté gratuite. Dans tous les cas, ce système est banni maintenant. Et qu'on dise que c'est Talon qui a fait ça, etc. Ce n'est plus important. Je vous promets que je vais dire toutes les vérités sur 2021. Vous êtes en train de dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Les autres aussi ne comprennent pas. Je suis tout à fait à l'aise et je les comprends. Parce que celui qui ne comprend pas l'histoire raconte des histoires. alors Celui qui ne très comprend pas rapidement, l'histoire raconte des... Mais quelques j'aurai l'occasion... mots sur 2021. J'aurai Quelles ont été l'occasion vos relations en 2021 Un avec bref Patrice rappel, Talon, alors. avec de Boni vous Yaye? exprimer. Quelles ont été vos relations en Un bref 2021 avec Hein? Boni Yaye et Patrice Talon, par exemple? Non, je vous dis qu'il y aura pas un déballage, il y aura même suivi d'un livre, d'un bouquin sur 2021. Je suis un acteur principal de 2021. Vous vous trompez totalement. Vous ne comprenez rien du tout sur ça. Mais je vous promets que ça va sortir. Et les protagonistes sont là. Dieu merci, nous sommes tous vivants. Que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la mouvance. Tout le monde est là et tous ceux qui même nous ont accordé le parrainage, ils sont vivants. Donc, tout le processus qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé, c'est ça qu'on va faire sortir. C'est ça la différence entre nous et l'Europe. Vous allez voir, l'Européen, lui, dit tout. Il finit par dire tout. Pour qu'on ne tombe plus dans les mêmes erreurs. Mais l'Africain garde tout pour que les mêmes erreurs se répètent. Moi, je ne suis pas dessus. Mais vous allez tout dire. Je vais tout dire, ne vous en faites pas. Je vais tout dire devant et avec des noms précis pour que ceux-là viennent, puisqu'ils sont vivants. Ils vont venir et s'exprimer pour que le Béninois comprenne, pour dire, est-ce qu'on a été exclu effectivement en 2021? Je dis non, on n'a jamais été exclu. C'est une question de stratégie. C'est des stratégies. Personne n'a été exclu. C'est des questions stratégiques. C'est des questions stratégiques politiques. Chacun de nous, chacun avait mis une stratégie en place. Et quand telle stratégie a marché et telle stratégie n'a pas marché, l'autre dit j'ai été exclu. Si leur stratégie avait marché, ils ne seront pas exclus, etc. C'est des stratégies politiques. Ce que je reproche à certains, c'est de ne pas assumer les responsabilités. Moi, je vous dis par exemple que je vais m'exprimer parce que je veux assumer ma responsabilité. Ce que moi j'ai tiré simplement de ma foi, d'homme de foi. Et quand je vois le Christ, je vois ce que j'ai tiré de cette foi, c'est la responsabilité. Même quand c'est un échec, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Il faut assumer. Et quand tu n'assumes pas la responsabilité, tu ne peux jamais être porteur de certaines valeurs. La valeur de la liberté, la valeur du développement, c'est faux. Un homme irresponsable n'est jamais libre. Un homme irresponsable n'est jamais libre. Et ce qui nous fait mal dans ce pays, c'est l'irresponsabilité, à différents niveaux. Et ce qui fait que nous faisons la promotion des faux héros. Des faux héros. Des gens qui n'ont pas du tout la responsabilité, l'image, même l'étoffe d'un héros. Donc, c'est ça ce qui se passe. Donc, nous sommes dans un schéma d'inversion des normes de valeur. Nous allons nous battre pour que ces valeurs existent. Pourquoi vous ne me parlez jamais du fait que je ne sois pas arrêté? Pourquoi? On ne vous dira pas ça. J'ai été DG Sonacop. Vous savez combien de fois on m'a contrôlé? Vous savez, j'ai été au palais, j'ai travaillé sur Yaye Boni en contrôlant les projets. Vous avez vu mon nom dans quelque chose? Mais on ne parlera jamais de ces valeurs. On ne te parlera pas de ces valeurs. On ne veut pas parler des valeurs dans ce pays. Moi, j'ai une valeur que je reconnais moi-même. Je reconnais moi-même. Vous êtes manager qualiticien. Je suis dans ma gestion. Je ne dis, mais laissez ma profession, dans ma gestion. Je me reconnais en tant que quelqu'un qui a une valeur. Mais on ne fait pas la promotion des valeurs. Je ne suis pas seul. Dans ce pays, il y en a tellement. Mais on fait la promotion des futilités et de l'irresponsabilité. Une valeur que vous arrivez à prôner au sein de votre parti? Ah ben, écoute, moi je le fais, je suis fier de le faire. Je suis fier et partout, ici, c'est avec fierté que je vous dis que voilà ce de quoi on va parler. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un parler de ça sur moi? Non. Mais si, il y a des voleurs qui sont là, des gens qui ont volé le pays, des gens qui ont détruit l'économie, ceux qui sont à la base de Maria Gleta, qui ont pris des moteurs d'avions, qu'ils ont réhabilités, qu'ils ont mis à Maria. Vous n'avez jamais entendu leur nom? Mais c'est ceux-là que vous soutenez. Ceux-là même que la presse soutient. Tout le monde soutient. Nous sommes dans l'inversion des normes de valeur. Et grâce à cette réforme partisane, cela va finir. Parce qu'au sein du parti, on pourra te critiquer. On pourra dire que c'est toi qui as fait ça.
C'est toi qui as fait ça. Vous pensez que ceux qui sont à la base de l'Assemblée nationale qu'on a détruit là, ils n'ont qu'à venir dans les partis, on les connaît dans les partis. Et dès que tu vas vouloir postuler à un poste, on va te dire, mais comment, toi, c'est toi qui veux être concurrent ici? Toi là, ce que tu as fait? C'est ça ce qui va permettre de corriger les imperfections à la base. Et nous allons revenir sur une base normale. Et désormais, les Béninois n'iront plus voter parce qu'ils sont contre telle personne. Tout ce que le président Talon a en train de faire, il a dit dans la campagne. Mais parce que, pourquoi ils ne l'ont pas écouté? Parce qu'ils voulaient quelqu'un qui va faire du mal à Yahi. Donc, et ils ont choisi. Et ils ont été surpris après. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de rechercher encore qui va faire du mal à Talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce pays-là? Il faut finir avec ça à travers une réforme courageuse. Tout à l'heure, vous avez parlé de la tournée gouvernementale, de sa poursuite à travers les 546 arrondissements que comporte le pays. Dites-nous, quel est l'intérêt de la contribution des partis politiques dans cette tournée dite gouvernementale? Elle est une tournée gouvernementale, mais pourquoi vous, acteurs politiques, les partis politiques, on vous y voit à l'intérieur? On aurait peut-être aimé voir, selon certains militants de ces partis politiques, qui préféraient voir peut-être les membres du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, mais pas des députés, pas des acteurs politiques. Même en Europe, vous voyez le président Sarkozy dans une commune, et quand bien même le maire n'est pas de son bord, même si le maire est de l'extrême droite, le maire est à côté de lui. Suivez un peu, parce que tu ne peux pas venir dans une commune parler des problèmes de la commune sans qu'il y ait un élu de la zone. Mais pour cette tournée ici, ce n'est que la mouvance qui fait la tournée, il n'y a pas l'opposition. Nous ne sommes pas encore dans la phase parfaite de notre processus démocratique parce que nous avons en face de nous des haineux, des gens qui se sont mis dans la logique de la vengeance. Des opposants? Des opposants. Ils se sont mis dans la logique de la vengeance. C'est-à-dire, mais tout ça va se rectifier. Parce que je le concède, parce que nous sommes dans une phase de transition. En principe, en ce temps, l'élu, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, est présent et vient, puisque nous sommes tous devant le peuple, pour une reddition de comptes. Donc, ils ne sont pas venus, ils vont dire qu'ils n'ont pas été invités, mais on n'a même pas besoin de les inviter. Ils peuvent venir dans la salle. Laissons ça. Mais dans la logique actuelle, c'est important que le président décide avec son gouvernement qu'il y ait une reddition de comptes. Je vous l'ai dit tantôt. Il faut que le président se rende compte et le gouvernement se rende compte de l'impact de ces projets, de ces réalisations sur les populations. Et recueillir en retour ce qui reste à faire. L'initiative est bonne ce qui selon permet certains analystes, de rectifier le tir au niveau du gouvernement. Certains analystes pensent que l'initiative est bonne, mais elle manque d'organisation, qu'elle n'est pas bien organisée. Bon, c'est pas grave, nous allons parfait. Nous les remercions pour les observations. Nous tendons pour recevoir la fin de les remercions pour les observations. Et pour la prochaine fois, nous allons tenir compte de leurs observations pour que l'initiative qui est bonne soit parfaite dans sa mise en œuvre. Alors, je m'en voudrais quand même de ne pas vous poser une question par rapport au social sous Patrice Talon. Certains estiment que, certes, il y a de belles réalisations, on sent quand même des ambitions pour le pays, le développement, mais le palier de la ménagère souffre beaucoup. Il n'y a pas véritablement d'action sociale ou de mesures sociales qui soient fécondes sur le terrain. Il y a beaucoup d'actions sociales. Mais est-ce qu'elles sont fécondes? Zoli, tout ça, tout ce que vous allez voir dans le cadre, il y a beaucoup d'actions sociales. Mais seulement qu'il y a une réalité. Dès qu'on a normalisé l'économie et qu'on a lutté contre l'informel dans l'économie, il est normal que l'impact des retombées de cette économie normalisée soit remarqué sur une société structurée. Or, nous avons à la base une société informelle, non structurée. Exemple, je vais vous dire, on veut régler un problème des usagers au niveau de la visite technique. Allez, pour prendre rendez-vous au niveau de la visite technique, tu prends ton portable, tu prends rendez-vous, tu y vas, tu fais à peine 15 minutes, tu as fini ta visite technique. Entre-temps, tu prends une demi-journée pour aller faire la visite technique. Et dès que tu attends pour récupérer ton carnet, tu attends là, un petit marché est né. Bissap, yaourt, friand, etc. Durant des années. Et qui permettait à des bonnes dames de nourrir leur famille. Mais cela avait un impact sur l'usager. En voulant normaliser le système et lutter contre la corruption, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais 15 minutes, toi, l'usager. Tu sors vite, mais tu n'attends plus. Et la dame qui vend yaourt, qui vend bissap, elle n'a plus d'activité. Voilà l'impact d'une amélioration sur
D'une normalisation. Une normalisation sur une société non structurée. Deuxième chose, allez-y, par exemple, à Zepak, à Kassato pour aller à Boumi. Vous allez voir ce qu'on appelle Zepak au Carrefour Zé, là. Oui. Les gens vendent les ananas. Et depuis des années, quand la voie est rétrécie, maintenant on veut faire double voie pour permettre à ce qu'il n'y ait plus d'accidents, qu'il y ait une fluidité, etc. Mais toutes les bonnes dames qui utilisaient les espaces pour vendre de l'ananas, les fruits, etc., n'auront plus d'espace. N'auront plus d'espace. Elles n'auront plus d'espace pour pouvoir vendre comme elles ont l'habitude de vendre au bord de la route et que les gens stationnaient, puisqu'il y aura un aménagement de manière à ce que tu ne peux plus te stationner comme tu le faisais en temps. Voilà une normalisation du système économique et qui agit sur une structure sociale non normalisée. C'est clair que le problème qui se pose aujourd'hui est que nous puissions être dans un système normalisé structurellement pour constater les effets d'une économie normalisée. C'est un problème qui se pose. Je suis totalement d'accord avec vous que ce problème se pose, mais qui doit être résolu. Et c'est résolu à travers des formes aujourd'hui d'assistance, où ce n'est plus le cas des prêts pour les plus pauvres. Les pauvres, c'est des dons. C'est des dons qu'on donne. Moi, j'ai vu dans la tournée, moi-même, je ne savais pas, à Sénadé, à Sourouléré, Collège Sourou, j'ai vu des élèves qui témoignaient depuis sa troisième qu'elle perçoit l'argent tous les jours parce qu'elle est orpheline. Elle passe en terminale. Mais tout le monde était surpris. Mais ça passe par une carte SIM. Ce n'est plus le fanfaronnade où les gens se réunissaient, etc. Ça passe par une carte SIM où la personne reçoit. Nous avons vu des bonnes dames qui disent, moi j'ai fait les prêts, je suis aujourd'hui à 200 000, mais ça passe par une carte SIM. D'autant plus que quand on faisait les prêts en temps, c'est connu de tout le monde. Et le mari que j'ai, entre griffes, que vous savez, irresponsable, ne donnait plus l'argent de la poupote et vient encore chercher à faire un prêt dans mon prêt. Mais aujourd'hui, j'ai le prêt et je ne me déplace même plus. C'est sur le portable que j'envoie les remboursements. Toutes ces actions existent et nous avons vu à la base. Il faut pouvoir informer et structurer la base de manière à ce que les gens puissent bénéficier de ça. Mais il reste encore à faire. Parce que le système informel est élevé. Il faut l'organiser et ça serait surtout à la base en luttant contre les injustices sociales. Au niveau des établissements, les cantines doivent se multiplier de manière à ce que les enfants puissent être bien formés. On doit mettre en place encore les bibliothèques publiques de manière à ce que les ouvrages doivent être disponibles pour l'enfant 24 heures sur 24 et toute l'année. Et c'est ça, les lignes d'action de notre politique et de notre prochain programme d'action. Et c'est ça ce que nous allons réunir pour pouvoir améliorer les conditions, etc. et que ça marche pour notre pays. Je suis totalement d'accord avec vous. Nous allons revoir le système du Nigeria et qui va faciliter le règlement de ce social. Le Nigeria est un don pour nous. Est un don et je me bats partout pour que cela soit suffisamment pris en compte de manière à ce que nous puissions jouir de ce potentiel qui est à côté de nous. Très rapidement, je m'en voudrais, puisque c'est lié à l'actualité, une petite dernière question sur le Niger. Quelle est votre opinion sur le processus de normalisation des relations avec le Niger? On a quand même l'ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance à Niamey. On espère que Niamey nomme son ambassadeur au Bénin. Je vous ai dit déjà sur ma page Facebook qu'on dit chez nous que quand tu finis d'uriner, là, un homme, quand tu urines, là, ça finit toujours entre tes jambes. Le Niger va venir. Le Niger, je sais pourquoi les gens courent. Le chef d'État, même musulman. Le Niger va venir, c'est une question économique d'avantage comparatif. Merci à vous. Le port le plus naturel pour le Niger, c'est Cotonou. C'est Cotonou. Il suffit simplement que le Bénin soit plus performant dans le service et le transit et le stockage. Nous allons être plus compétitifs par rapport au Togo. Le Togo ne peut même pas compétir avec nous. Ils n'ont pas les moyens. Nous avons un port plus large, plus développé. Et nous avons une chance, c'est linéaire avec nous sur le Niger. Le Niger ne peut rien faire que de revenir vers nous. Ils peuvent sauter. Ils vont revenir d'autant que quand tu finis d'uriner,
ça finit toujours. Ils n'ont qu'à Merci à vous, ils n'ont qu'à faire les Irénée pipis loin là. Agossa. Mais le reste viendra toujours entre les gens. On vous aura compris. C'est un rituel au cours de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire quelques mots à l'endroit de vos sympathisants et peut-être des militants UP Le Renouveau et d'autres qui ont bien voulu suivre cet entretien. Allez-y, quelques rappels. Non, mais je pense qu'il faut qu'ils se rassurent. Nous sommes dans la meilleure réforme aujourd'hui, la réforme partisane. Et chacun doit savoir que les critères définis dans cette réforme sont contraignants. Donc, nous devons nous battre pour que notre parti soit qualifié à l'issue de ces élections. Et tout le monde doit être conscient que la stabilité politique est indispensable pour le développement de notre pays. Merci à vous, Irénée Agossa. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que la réforme du système partisan était opportune. Elle était une réforme très audacieuse qui a été menée par le régime du président Patrice Talon. Cette réforme a posé les bases d'un système politique cohérent. L'intervenant, notamment Irénée Agossa, a eu à défendre cette opinion au cours de cet entretien. Pour lui, la réforme du système partisan garantit la stabilité politique. Il a démontré à travers des arguments illustratifs. Il a vanté les mérites du financement public des partis politiques et il se dit satisfait et il se battra pour la mise en œuvre du système partisan. La réforme répond à un besoin structurel. Il a exposé au cours de cet entretien. Pour lui, le chef de l'État, le président Patrice Talon, chef de la mouvance présidentielle, ne peut plus personnaliser les partis politiques. Concernant l'expression de la démocratie au sein des partis politiques, pour lui, c'est un défi qui reste à relever, a-t-il avoué au cours de cet entretien. 2026, pour lui, le président sera issu d'un parti politique. Pour lui, il invite les acteurs politiques, la classe politique à finir avec l'égocentrisme et les systèmes micro-mafieux qu'il a eu à dénoncer au cours de cet entretien. Pour lui, Irénée Josias Agossa, nous avons mal copié le système français qui repose sur l'hypocrisie politique. Il a démontré de long en large. Il promet la sortie d'un livre sur les événements qui se sont déroulés courant la présidentielle de 2021 et l'a promis à maintes reprises car pour lui, il y a beaucoup de choses qui sont dites sans aucune preuve et sans éléments fondés. Il y a beaucoup de social sous Patrice Talon, a fait savoir Irénée Agossa en fin d'émission. Pour lui, il y a une normalisation du système économique qui fait montre de certains besoins de remplir davantage le panier de la ménagère. Il a démontré de fond en comble avec des arguments illustratifs. Pour lui, il y a beaucoup de social et ce social-là est fait sans coloration politique et sans considération aucune. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Je ne ferai pas mieux. Merci à vous, Irénée Josias Agossa. Merci à vous, Billy Gaëlaïbi, d'avoir conduit avec moi cet entretien. Je rappelle que Irénée Josias Agossa est manager qualiticien, acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau, candidat à l'élection présidentielle de 2021. Merci pour l'attention. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Atifa Olafa pour le JT des JT.